Ok, allez, c'est parti. Du coup, bonsoir à tous, bienvenue. Moi, ce que je vous propose déjà, c'est que s'il y a des gens un petit peu qui ne connaissent pas, de se présenter rapidement. Et puis après, on va aborder les différents sujets qu'on a prévus dans la soirée. Euh, c'est quelque chose qu'on voudrait interactif, c'est-à-dire que pour vous poser des questions, on va les voir en direct et on essaiera d'y répondre en direct. Donc, s'il y a des trucs que vous voulez préciser ou des choses qu'on n'a pas abordées mais que vous voudriez, sur lesquelles vous voudriez des précisions ou des conseils, vous n'hésitez pas, vous marquez dans euh, dans le chat et puis on répondra. Voilà. Bon, Quentin, je te laisse te présenter en quelques mots, pour que les gens te connaissent un petit Ouais, peu. pas de souci. Moi, voilà, c'est Quentin, donc je suis diète, donc je suis spécialisé en nutrition du sportif. Donc j'ai fait un DU, j'ai fait un diplôme universitaire pour tout ce qui est alimentation du sportif. Voilà, je travaille en clinique, je fais du libéral, et après j'ai un contrat avec l'État où je m'occupe des performances physiques, de tout ce qui est force spéciale, donc les commandos marines, le RAID, le GIGN, etc. Voilà, vite fait, un petit tour de ce que je fais de ma vie. Super. Moi, il y en a beaucoup déjà qui me connaissent. Donc moi, c'est Régis. Moi j'ai un diplôme, j'ai un master en sciences du sport. Puis j'ai lancé mon business il y a 5 ans et demi maintenant, sur de l'entraînement fonctionnel en plein air. Et puis, donc des séances de groupe, du coaching individuel aussi. Et donc voilà, depuis bientôt 1 an ou 2, en plus des séances, on va dire, HIIT, cross-training, etc., j'ai un petit peu étoffé mon expertise, entre guillemets, sur l'entraînement à poids de corps en allant vers quelque chose de plus, de mouvement un petit peu plus de force, donc calisthénie, street workout, etc. Et donc voilà, donc moi, vous l'avez compris, je vais intervenir plutôt sur l'aspect sportif de la transformation physique et donc Quentin plus sur l'aspect diététique et sur le contenu de votre assiette pour réussir tout ça. Voilà. Moi, je vais commencer rapidement juste par vous dire, pour vous expliquer un petit peu, faire un petit état des lieux de ce qu'on peut trouver dans le marché du fitness, des méthodes ou des sports qu'on vend beaucoup pour se transformer physiquement. Et je vais essayer, moi, de vous donner un petit peu le meilleur truc pour y arriver. Parce que, voilà, quand on commence et qu'on part de rien, sans connaissance ni rien, c'est compliqué de savoir vers quelle direction il faut aller. Et moi, là, l'objectif ce soir, c'est d'essayer de vous donner, peut-être pas les clés de tout, parce que c'est compliqué, c'est un métier, quoi. Donc, forcément, ça va être compliqué de tout vous donner, mais au moins une direction vers laquelle vous pouvez vous rendre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses dans le milieu du fitness, mais grosso modo, actuellement, on va dire que ce qui ressort le plus, c'est toutes les méthodes, on va dire, HIIT, cardio, qu'on nous vend vraiment comme les méthodes les plus efficaces pour brûler du gras, pour se transformer physiquement, etc. Alors, c'est vrai que ça marche, pas dire le contraire. Juste apporter quelques petites nuances par rapport à ça et vous montrer que c'est plus, on va dire, une stratégie globale avec plusieurs choses. Donc, pas que du hit ou pas que de machin ou pas que du truc. C'est pas ça qui va vous faire vous transformer, c'est plutôt une addition de choses différentes. Donc, la première chose, si on se base un petit peu sur tout ce qui est hit et qu'on essaie de voir un petit peu les arguments qu'il y a derrière pour essayer, on va dire, d'appâter un peu les gens dans la pratique pour leur faire perdre du poids, du gras, etc. On voit que l'objectif, voilà, c'est vraiment de se dire on va faire des séances qui sont très courtes, une vingtaine de minutes. On va exploser sa dépense énergétique pendant 20-30 minutes maximum. Et grâce à cette dépense énergétique très intense, soutenue, etc., sur le long terme, on va avoir une perte de gras, puisque on va une perte de gras ou une perte de poids aussi, ça marche pareil. Pas pareil. On va dire que ça peut être un objectif commun. Sur le long terme, cette dépense énergétique vraiment très importante pendant un laps de temps très court va faire qu'on dépensera plus d'énergie que quand on était assis dans son canapé. Bon, forcément, oui, c'est évident. Donc, ça marche. En tout cas, au début. Après, le souci qu'il va y avoir, c'est que ce n'est pas le seul paramètre. C'est ce que je vous disais au début. C'est une addition de paramètres qui fait que ça va marcher. Et
capitaliser toute sa transformation physique sur des séances sur 20-30 minutes où on explose sa dépense énergétique. Ça marche, oui, au début, mais il se peut que rapidement, quand vous allez prendre du niveau, ça suffira plus. Ça suffira plus parce que votre métabolisme de base, donc votre métabolisme de base, c'est l'énergie que vous consommez quand vous êtes au repos, assis dans votre chaise, en train de dormir, sur votre canapé, etc. Si ce métabolisme est trop bas, même si vous explosez votre consommation de calories pendant 20-30 minutes, 3 ou 4 fois dans la semaine, vous allez avoir, allez, si on additionne le tout, on va avoir très large. 2 heures dans la semaine où vous allez exploser votre consommation de calories. Mais toutes les autres heures de la semaine, vous allez garder votre métabolisme, on va dire, un peu râler pas crête parce que vous êtes sédentaire depuis longtemps. Et ça ne les 2 heures où vous allez vraiment tout exploser ne suffiront plus pour continuer encore à perdre du gras, à perdre du poids si vous avez encore des objectifs dans cette direction-là. Et ce qui va vous permettre justement de développer, d'augmenter ce métabolisme de base, c'est votre masse musculaire. Pas que ça, mais beaucoup ça. Si vous n'avez pas beaucoup de masse musculaire, vous allez avoir du mal à avoir un métabolisme qui va être élevé. Et ce métabolisme élevé-là, il est hyper important. Le métabolisme de base, je veux dire, élevé, il est hyper important parce que c'est lui qui va vous faire plus consommer de calories tout le temps, 24 heures sur 24, que vous soyez au repos comme à l'effort. Donc, moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se transformer physiquement et qui veut, qui part de rien, c'est possible. Il y a beaucoup de gens dans ce cadre-là. Ça serait d'avoir d'abord une stratégie vraiment orientée musculaire, musculation, renforcement, travail de force, peu importe comment on l'appelle, c'est grosso modo beaucoup la même chose. Donc d'aller dans cette direction-là pour 2 raisons principales. La première, c'est que ça va vous permettre de prendre du muscle et d'augmenter même juste un petit peu votre métabolisme de base, parce que c'est ça le truc. Élever un tout petit peu son métabolisme de base 24 heures sur 24, c'est plus intéressant sur le long terme que d'élever énormément son métabolisme pendant un effort, mais que 2 heures dans la semaine. Si tu fais les maths, au final, je pense que tu trouveras sur quelque chose qui sera vraiment plus efficace avec ce métabolisme de base plus élevé. Donc, je me suis un petit peu perdu dans mes explications. Je disais, oui, voilà, que votre premier objectif, ça doit être ça, un travail musculaire en priorité, parce que ça va augmenter votre métabolisme de base. Et deuxième chose aussi, c'est parce que ça va vous renforcer. Et quoi que vous fassiez plus tard, soit que vous alliez vers du HIIT ultra intense ou vers du cardio plus longue durée, comme de la course à pied, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, etc. Dans les 2 cas, d'avoir une base musculaire solide, ça va vous renforcer le corps en entier, donc vos articulations, les tendons, etc. Et ça va vous épargner de vous blesser. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Partir sur du HIIT, des trucs hyper intenses, alors que la semaine précédente, vous étiez peut-être encore dans votre canapé ou dans votre chaise une grande partie de la journée, vous pouvez vous blesser. Et au final, c'est un peu quand même le pire pour un sportif, c'est de se blesser parce que les progrès s'arrêtent et on a même une régression derrière. Voilà. Donc moi, si j'avais des conseils à vous donner sur ça pour réussir votre transformation physique, après on y reviendra peut-être un petit peu, même sûrement plus en détail sur les bonnes techniques pour y arriver. Mais si j'avais vraiment un conseil à vous donner, c'est ça. Musculation en premier, vraiment, musclez-vous, renforcez-vous, et petit à petit, allez vers des choses plus intenses ou moins intenses mais plus longues, comme la course à pied par exemple. Voilà, bon ça c'est moi c'est comme ça que je travaille en tout cas, et je suis plutôt persuadé que c'est une bonne méthodologie. Voilà. Après, évidemment, il y a tout l'aspect nutrition, et là du coup, je vais te laisser la parole, Quentin, pour quelqu'un qui viendrait de commencer, se reprendre en même, c'est pendant le confinement, beaucoup de gens qui justement veulent mettre à profit le temps qu'ils ont. Il faut les deux aspects, la nutrition et le sport, pour marcher. Ouais. Tout à fait. Il faut déjà savoir que l'alimentation, ça va représenter quasiment 70% de vos résultats physiques. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous entraîner 7 fois par semaine. Si vous mangez n'importe quoi, ça marchera pas. Donc, concernant ensuite ce qui est métabolisme de base, donc je suis tout à fait d'accord avec Régis sur le coût de la masse musculaire. Plus on a de masse musculaire, plus notre métabolisme est élevé. Avoir un métabolisme élevé, donc voilà, comme il a dit, ça veut dire qu'on va brûler plus de calories sans rien faire, entre guillemets. Donc, la prise de masse musculaire, elle est très importante. D'un côté, du point de vue du renforcement, surtout si ça fait un moment qu'on n'a pas fait de sport, et aussi, donc, du coup, pour le métabolisme. Alors là, niveau alimentaire, il faut savoir que la masse musculaire, elle est très importante. Donc, d'un côté, du point de vue du renforcement, surtout si ça fait un moment qu'on n'a pas fait de sport, et aussi, donc, du coup, pour le métabolisme. Alors là, niveau alimentaire, il faut savoir que la masse musculaire, elle est très importante. Donc, d'un côté, du point de vue du renforcement, surtout si ça fait un moment qu'on n'a pas fait de sport, et aussi, donc, du coup, pour le métabolisme.
vous allez trouver tout et n'importe quoi sur Internet. Donc les régimes hyperprotéinés, les régimes donc cétogènes qui sont pas n'importe quoi, mais qui sont à faire de façon très enfin à prendre avec beaucoup de précautions en tout cas, parce que c'est assez complexe et on peut vite prendre du gras avec un céto qui est mal fait. Donc sur tout ce qui est prise de masse musculaire, par exemple, déjà il va falloir rééquilibrer un peu son assiette avant de penser même à faire de la protéine. C'est-à-dire que des régimes drastiques où vous allez avoir que des légumes ou que de la viande, déjà stop, c'est de la merde, faut arrêter tout de suite. Pour synthétiser la masse musculaire, il faut absolument des glucides. Donc les glucides, donc tout ce qui est féculent, de préférence avec un index glycémique très bas, pour stabiliser votre glycémie. Il faut savoir aussi que la masse musculaire donc se synthétise avec des glucides et que vous avez des réserves de glycogène, des réserves d'énergie en gros de votre corps qui sont dans le foie et dans les muscles. Et en gros, ces réserves d'énergie, c'est elles qui vont vous aider un petit peu à tenir sur les efforts, notamment au départ. Mais elles s'épuisent, elles sont très faibles. Donc si vous ne régénérez pas de façon exogène, donc par l'alimentation, vos stocks de glycogène, vous allez vite vous retrouver dans une fatigue assez importante et risque de blessure par la suite. Donc dans un premier temps, rééquilibrage de l'assiette, premier truc à faire. Il faut tout dans son assiette, des féculents, des fibres, des protéines. Pareil, donc si vous avez commencé à faire des régimes un peu à la one again, vaut mieux arrêter, aller voir un professionnel de santé qui vous rééquilibre un petit peu tout ça. À savoir par exemple les hyperprotéinés où on vous dit de manger 200-300 grammes de protéines sur un repas, c'est du grand n'importe quoi. Tout simplement parce que déjà il faut calculer le taux de protéines par kilo par jour. Donc on peut pas tous avoir le même taux de protéines pures, hein, je parle. C'est-à-dire que si moi je fais, par exemple moi perso je fais 100 kilos, je vais pas avoir le même ratio de protéines qu'une personne qui en fait 60, 70 ou 150. Ok ? Donc ça se calcule déjà. Faut pas faire n'importe quoi. Ensuite, faut savoir que votre corps, par prise alimentaire, il peut prendre que 30 grammes de protéines pures par repas, donc à peu près toutes les 3 heures, puisque dans l'idéal, faudrait qu'on mange toutes les 3 heures. Un peu comme les bodybuilders. Donc, si vous mangez 300 grammes de viande, ce qui va représenter à peu près 90 grammes de protéines pures, puisque dans 100 grammes de viande, vous n'avez pas 100 grammes de protéines. Vous allez avoir 20-30 grammes selon la viande, vous allez avoir de l'eau, vous allez avoir du gras, vous allez avoir plein d'autres choses. Donc même si vous mangez 300 grammes de viande, votre corps il va pas tout utiliser, donc ça sert strictement à rien. Donc il va prendre ce dont il a besoin, le reste il va le foutre, entre guillemets, va l'éliminer par les selles et surtout par les urines, d'où le problème de l'hyperprotéiné qui fatigue les reins, parce qu'on les fait travailler beaucoup plus. Donc dans un premier temps, il faut réaugmenter sa masse musculaire avec un ratio de protéines qui est en accord avec votre métabolisme et votre physique. Donc voilà, moi pour ma part, sur ce qui est protéines, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Après, s'il y a des questions, j'y réponds bien évidemment tout de suite. Ouais, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais juste rajouter un truc sur justement tout ce qui est régime ultra restrictif. C'est ultra contre-productif en fait, parce que votre métabolisme va s'adapter à ça aussi. C'est-à-dire qu'aussi bien il va s'adapter à ce que vous, à votre prise de masse musculaire, donc plus de muscles, plus de calories consommées. Mais si vous le privez de trop de choses ou si vous le privez, je sais pas, de l'assiette trop petite ou de certains nutriments, il va s'adapter aussi et il va diminuer son métabolisme en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez arriver à un niveau où votre métabolisme qui était déjà faible, vous l'avez encore diminué parce que vous avez privé de trop de choses et ça devient extrêmement compliqué ensuite de relancer le métabolisme et c'est grosso modo ce qui, en partie en tout cas, tu compléteras peut-être Quentin, c'est ce qui explique le fameux effet yo-yo, c'est-à-dire que vous vous privez, vous faites peut-être pas assez de sport à côté et pas comme il faut. Du coup, le métabolisme, il ralentit parce que vous lui privez de certaines choses, donc il s'adapte, il a moins de choses à disposition. Voilà, il a moins de choses à disposition, et il apprend à moins utiliser de choses. Et donc, c'est ça. En fait, l'effet yo-yo, c'est ça. À peu près, hein. En fait, l'effet yo-yo, c'est exactement ça. C'est que le fait de restreindre votre alimentation dans les régimes drastiques, comme quand on va par exemple chez Diet Plus, Nature House ou des régimes qu'on trouve sur Internet là qui sont faits vraiment à la va-vite, où on vous dit ouais vous allez perdre 6 kilos en une semaine. Alors tout le monde peut perdre 6 kilos en une semaine. Hein. Le problème, c'est que justement, c'est hyper restrictif, donc vous allez avoir des régimes sans protéines, il y a des jours où vous allez bouffer que du concombre,
Le problème, c'est qu'avec des régimes comme ça, vous perdez du gras, mais vous perdez aussi énormément de masse musculaire. Donc en fait, c'est ça qui va réduire votre métabolisme. C'est-à-dire que votre corps, il est incapable de synthétiser des protéines. Il faut lui en apporter de façon exogène, donc par l'alimentation. Si vous lui en donnez pas, lui, il va aller se servir dans les réserves du corps. Et les seules réserves en protéines de votre corps, c'est la masse musculaire. Donc il va dégrader, il va être en catabolisme musculaire, puisque vous ne lui en apportez plus. Donc en fait, vous faites un régime hyper restrictif, vous perdez 10 kilos, vous avez perdu sur ces 10 kilos 7 kilos de muscle ou 6, donc votre métabolisme a ralenti. Arrive un moment où il y a la frustration qui vient, vous en avez ras le bol, vous remangez n'importe quoi, sauf que maintenant vous avez un métabolisme qui aura des pâquerettes. Donc forcément, vous allez reprendre que du gras. Et donc vous allez reprendre 10, 12, 15 kilos de graisse, que vous allez encore plus galérer par la suite à perdre. Donc voilà, en gros, pourquoi il faut équilibrer son assiette et pas faire n'importe quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'après, on se retrouve avec des gens qui avaient peut-être que 5 kilos en trop ou à perdre, je dis pas en trop parce que voilà, c'est subjectif, mais qui avaient envie de perdre que 5 kilos et qui, à force de régime, se retrouvent à devoir perdre 20 ou 30 kilos derrière, quoi. Parce que ça devient galère en plus, c'est ça le truc. Oui, parce que pour relancer un métabolisme derrière, c'est long. C'est-à-dire que une prise de muscle, à partir du moment où vous commencez un programme pour prendre du muscle, les premiers comment dirais-je, les premiers résultats en termes musculaires, c'est environ 6 semaines après le début. D'accord? Donc, ce que vous faites aujourd'hui, les résultats musculaires, c'est dans 6 semaines. Les premiers signes de l'hypertrophie, je parle. Alors, il y a les résultats musculaires nerveux qui commencent plus tôt, mais en termes structurels, c'est-à-dire une prise de masse musculaire, c'est environ 6 semaines. Imaginez, c'est très très long à construire du muscle. C'est très très long, c'est beaucoup plus long que de perdre du gras. Et du coup, ben voilà, si vous arrivez avec un métabolisme vraiment ras les pâquerettes, c'est foutu. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Avant d'y répondre, on en a 3 là. Je voudrais juste. Pour le coup, juste Régis, je te le dis, je vois pas du tout ce qui se dit dans le chat. Hein, donc, il faudrait que tu me dises les questions. C'est moi qui les poserai, t'inquiète. Mais avant, de toute façon, j'en avais une moi à poser je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, peut-être que les gens ne connaissent pas. Tu as parlé d'index glycémique. Ouais. Peut-être que tu abordes cette notion parce que c'est ultra important en fait aussi. Ouais, et voilà, donc écoutez bien parce que là, c'est pas juste la proportion glucides, lipides, etc. C'est aussi notamment l'index glycémique qui va faire que. Donc voilà, je laisse Quentin expliquer un petit peu le principe. Ouais. Bah alors en fait, l'index glycémique, c'est tout simple, c'est la capacité d'un aliment à faire monter votre taux de sucre dans le sang. Donc si on prend le sucre blanc, par exemple, son IG, donc son index glycémique, il est 200. Okay, ça veut dire que si vous en mangez, vous allez faire ce qu'on appelle un pic de glycémie. Ça veut dire que vous allez avoir énormément de sucre dans le sang. Okay, faut savoir que le sucre dans le sang, il est toxique. D'ailleurs, c'est pour ça que les diabétiques prennent des cachets. Parce que du sucre qui reste trop longtemps dans le sang, ça détruit en gros tout ce qui est artères, etc. Ça nécrose. Et c'est pour ça que chez les diabétiques, bon, je vais loin dans mon débat, mais au moins vous êtes au courant, mais c'est pour ça que chez les diabétiques, il y a beaucoup d'amputations. Tout simplement parce que le sucre fait nécroser les tissus. Donc votre corps, si vous n'êtes pas malade, donc pas diabétique, si vous lui envoyez un pic de glycémie, donc admettons par exemple à 4 heures, vous mangez, je sais pas moi, 3 gâteaux, des pépitos, ce que vous voulez, c'est des sucres rapides, d'accord? Donc c'est biscuits industriels, il y a beaucoup de sucre, vous allez faire énormément monter votre taux de sucre dans le sang. Votre corps, il est pas malade, il va aller stimuler votre pancréas, qui va envoyer de l'insuline, ok? Donc l'insuline fait quoi? Va prendre le sucre dans le sang, et elle va l'enlever parce que c'est toxique. Et donc, par principe, par facilité, l'insuline, elle va aller le stocker dans le tissu adipeux. Donc, l'index glycémique, ça a tout son rôle, tout simplement. Pourquoi? Parce que plus votre glycémie est stable, donc plus vous mangez des aliments qui ont un taux de sucre très bas, plus votre glycémie sera stable, et donc moins vous ferez de pics d'insuline, et donc moins vous stockerez de sucre dans le tissu adipeux. Donc, à proprement parler, si vous voulez vraiment perdre du poids, il faudrait typiquement manger comme un diabétique. C'est-à-dire aucun sucre isolé. À savoir, par exemple, si vous aimez le chocolat, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de restriction dans un programme alimentaire, même pour perdre du poids. Mais si vous aimez le chocolat, par exemple, vous mangez un carreau de chocolat, ou 2 carreaux à 4 heures, vous allez faire un pic de glycémie. Par contre, si vous mangez ces 2 carreaux de chocolat après votre repas du midi ou le petit-déj, ça va être mélangé au bol digestif et ça n'aura pas du tout le même impact sur votre corps. Donc, quand on veut perdre du poids, il faut avoir une glycémie très très stable. Donc, il faut absolument éviter les sucres isolés. Même un fruit à 4 heures, c'est ce qu'on entend depuis toujours. Si vous avez faim à 4 heures, mangez une pomme, mangez une orange, n'importe quoi. Alors ça aussi, c'est de la merde, tout simplement parce que le fruit,
c'est du fructose. Le fructose, c'est un sucre simple et qui plus est a tendance énormément à se métaboliser en triglycérides, donc en graisse. Donc ça va vous faire un pic de glycémie. Et le problème aussi de la glycémie qui augmente à 4 heures, par exemple, c'est que ça stoppe ce qu'on appelle le processus de lipolyse. C'est-à-dire qu'après votre repas du midi, une fois que vous avez digéré, votre corps rentre en lipolyse, puisque vous avez un rythme lent. Admettons que vous êtes au travail, vous avez un travail assez sédentaire, ou vous êtes à la maison. Votre corps va pas aller brûler ce fameux glycogène dont je vous parlais tout à l'heure, qui se garde en réserve. Il va aller brûler du gras. Le gras, c'est très très énergétique, mais c'est très dur à casser, chimiquement parlant. Donc votre corps, comme là il a du temps, il n'y a pas de pulsation cardiaque augmentée, il va aller brûler du gras. Dès que vous allez sécréter la moindre micro-goutte d'insuline, ça va stopper ce processus. Donc en gros, si vous prenez un petit déj, et qu'ensuite vous prenez une mauvaise collation à 10 heures, et que vous prenez votre repas du midi, et que vous reprenez une mauvaise collation à 4 heures, et que vous remangez le soir, en gros, de la journée, à aucun moment vous allez être en lipolyse, donc à aucun moment vous allez perdre du gras. Donc d'où l'intérêt de vraiment stabiliser votre glycémie sur un programme alimentaire. Ok. Et je pourrais peut-être rajouter un truc sur ça aussi, c'est que le fait d'avoir des pics comme ça, de la glycémie qui augmente, on va dire de manière un peu impromptue, parce que vous avez bouffé un truc avec beaucoup de sucre raffiné, donc une sucrerie, un bonbon, un gâteau, etc. C'est que cette augmentation de la glycémie, là, si on fait une courbe, elle va être très abrupte, ça va monter très très haut, et d'un coup. Et ça va au niveau de l'insuline, ça va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que votre corps il va lâcher rapidement beaucoup d'insuline pour faire redescendre cette courbe, pour essayer de limiter un petit peu la glycémie. Et au fur et à mesure, dans le temps, à long terme, hein, que vous faites ça, c'est-à-dire donc des augmentations de la glycémie très très rapides, j'envoie de l'insuline pour faire redescendre, ben vous allez créer une Insulino-résistance. Une résistance voilà, à l'insuline, et c'est concrètement du diabète en fait qui intervient. C'est comme ça qu'on devient diabétique, exactement. Exactement. Donc voilà, sur le long terme, c'est vraiment pas idéal. Alors, je rebondis encore un petit coup sur le sujet, puisqu'on est aussi dans le sport. Faut savoir aussi que justement ce phénomène d'avoir, par exemple, je connais parce que je suis pas mal de sportifs. J'en avais quelques-uns qui souvent avant la course se prenaient un petit gel ou un petit sucre ou un petit truc comme ça pour se dire je me donne un peu de pêche avant de partir et qui se retrouvaient vite dans la panade. En fait, quand vous faites ça, vous faites ce qu'on appelle donc exactement comme il a dit Régis, sauf que voilà le terme ça s'appelle un dumping syndrome. En fait, ça veut dire que vous allez faire un énorme pic de glycémie suivi donc d'un hyper pic si vous voulez d'insuline. Et vous allez faire ce qu'on appelle après une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que toute l'insuline qui a été sécrétée va tellement faire baisser le taux de sucre dans votre sang que vous allez être en hypo. Et en fait, souvent sur des courses, sur des watts, sur ce que vous voulez, quand vous prenez trop de sucre avant l'effort, en fait, ça vous plombe carrément toute la séance ou toute la compétition parce que vous faites une hypoglycémie réactionnelle avant juste le commencement de la séance. Voilà. Donc ouais, c'est intéressant. Vous voyez, on peut pas faire n'importe quoi. Alors, je te pose les 3 questions qui ont été posées. La première par Déborah qui nous demande quelles sont les bonnes proportions de protéines, de glucides et je suppose de lipides aussi par jour que tu conseillerais, on va dire, toujours dans un objectif de transformation physique. Donc globalement, j'aurais dû commencer par ça, mais une transformation physique pour moi, c'est prendre du muscle, perdre du gras. Le poids, on s'en fout, hein, parce qu'on peut arriver au même poids avec 2 physiques, mais alors complètement différents. L'un très gras et l'un très musclé. Donc voilà, le poids, on s'en fout. Prendre du muscle, perdre du gras. Qu'est-ce que tu conseillerais pour les proportions des macronutriments? Alors en macro, techniquement, on se base toujours sur un pourcentage. Alors moi, je suis pas le pourcentage qu'on utilise quand on fait nos études en diététique, parce que c'est un peu has-been, si tu veux, en France. Moi, je me suis basé sur des études qui ont été faites au Canada. Donc moi, j'ai mon ratio que j'utilise, mais après, là encore, j'ai envie de te dire, ça dépend énormément du physique de la personne. Évidemment. Parce que quand, par exemple, moi, tu sais, tu l'avais déjà vu, j'en ai un nouveau même, j'ai un impédance-mètre médical. Donc là, j'en ai un niveau qui est encore plus performant. Le truc, c'est que quand je fais la prise d'impédance-métrie, je vois la masse musculaire de la personne. D'accord. Et je peux pas donner le même taux de protéines, même si j'ai un ratio équivalent. Si je me dis, de base, je vais prendre 25% de protéines, 35% de lipides, et je vais prendre 45% de glucides, en fait, ça peut pas le faire selon la personne. Ça dépend absolument de la masse musculaire, la masse grasse,
et du métabolisme. Donc voilà, par exemple, une personne qui va avoir une grosse masse musculaire, forcément que je vais pas lui donner 25% de protéines. Je vais lui Tu en lui donner donnerais, plus. du coup, alors est-ce que tu aurais, entre guillemets, une règle du style beaucoup de masse musculaire, beaucoup de protéines, pas beaucoup de masse Ben non, musculaire? parce que si je dis ça, ça peut vite varier dans le n'importe quoi en fait. D'accord. Il faut toujours rester dans le grammage par kilo. Donc ça dépend vraiment de chacun en fait. C'est pas, il n'y a pas de science exacte ou de science on va dire universelle pour ce genre de ratio. Faut vraiment en gros avoir les données impédance métrique de la personne. Ok. Mais après, si tu veux un ratio correct, tu fais 25% protéines, 35 lipides, donc ça te fait du 60, et ben il te reste 40 du coup. Voilà, tu fais 40% de glucides. Là, tu as un ratio qui, on va dire, est assez... Universel. ouais, voilà. Et Bah, pour faire encore plus simple, dans l'assiette, dans une assiette classique, pas une assiette, pas un saladier, hein, un quart protéines, un quart féculent et la moitié de légumes. Ça, je parle d'une terme de perte de poids à peu près. Hein. d'accord. C'est pour la perte de poids. Voilà à quoi faudrait que ressemble l'assiette, entre guillemets. Ok. Autre question de Sylvain qui demande plutôt sous quelle forme les protéines alimentaires, synthèse, je suppose aussi végétale ou animale, et les avantages et inconvénients de chacun ou chacune Ouais. de ces formes. Alors, les plus assimilables, on va dire, c'est les protéines animales, Ouais. sachant il y en a aussi des végétales, par exemple, comme la spiruline, qui sont vraiment très très bien. Mais bon, ça reste du supplément. Moi, je parle pour l'instant sur l'alimentation, parce qu'on n'est pas tout de suite obligé de se supplémenter. Hein. Si on reprend une activité physique, etc., c'est pas du tout le premier objectif. Donc, protéines animales, c'est très très, en fait, ce sont des protéines complètes en termes d'acides aminés, c'est-à-dire qu'il y a tous les acides aminés à l'intérieur. Les protéines végétales, par exemple, si on prend les lentilles ou les pois cassés, enfin tout ce qui est légumes secs, ces protéines, elles sont bien, mais elles ont ce qu'on appelle un acide aminé limitant. Alors pour faire un peu plus dans la pédagogie, on va dire qu'un, par exemple, si on dit qu'un collier de perles, c'est une protéine. Chaque petite perle, c'est ce qu'on appelle un acide aminé. Et en fait, ça s'appelle les codons, en gros, si on veut. Les acides aminés, ils se succèdent, il y en a 22, et le corps humain, enfin, il y en a 22 utilisés par le corps humain à la naissance, et après, on n'en utilise plus que 20. Mais dans la nature, il y en a plus de 200 d'acides aminés. Donc nous, on utilise 20. Avec ces 20 acides aminés, notre corps, il fait des combinaisons de petites perles, et il donne à chaque protéine sa spécificité, comme par exemple l'hémoglobine, et des trucs comme ça. Et donc pour les muscles, vous avez la myosine, l'actine, etc. Le problème des protéines végétales, c'est qu'en fait, il va manquer une petite perle. Et sans cette petite perle, la protéine est incomplète et le corps ne peut pas s'en servir. Donc en fait, quand vous prenez des protéines végétales, il va falloir complémenter avec une autre source de protéines sur le repas. Par exemple, un produit laitier. Voilà. Admettons, au dessert, prenez un yaourt. On va arriver peut-être à compléter la protéine. L'avantage des protéines animales, c'est qu'elles sont complètes. C'est-à-dire que le corps peut immédiatement, après digestion, les utiliser. Ok. Après, protéines de synthèse, euh, oui, moi j'ai jamais été contre, perso j'en prends, mais là encore voilà, c'est pas à prendre n'importe comment. L'avantage de ces protéines, c'est qu'elles ont, selon laquelle on prend de la whey, de l'isolate ou de la caséine, elles vont avoir une absorption plus ou moins rapide. Donc il y en a qui vont être intéressantes après l'activité physique, d'autres qui vont être intéressantes en collation pour éviter d'être en catabolisme musculaire. Mais là encore, sur une reprise de sport, vraiment rien que déjà réalimenter, enfin rééquilibrer votre alimentation, ce sera déjà très très bien. Et par contre, après, si on est sur l'objectif plus compétition, qu'on est déjà dans le sport, qu'on veut évoluer, etc., ouais, on peut supplémenter en protéines de synthèse. Ok. Du coup, ouais, Marine posait une question relativement équivalente, elle, à propos des protéines végétales. Elle demandait un avis, donc là, tu viens de le donner, et lesquelles prioriser, on va dire, quel marcherait le mieux, de quel aliment elles proviendraient les meilleurs apports de protéines végétales. Protéines végétales. Bon, bah après, ils sont tous plus ou moins pas trop mal. Là. Tous les légumes secs sont des bonnes protéines. Donc, comme je dis, il faut juste compléter avec une autre source de protéines pour qu'on ait un petit peu tous les acides aminés. Après, tu as tout ce qui est soja, tofu, etc. Pareil, c'est des bonnes protéines. Là, pareil, à compléter. Puis après, en synthèse, un peu, entre guillemets, tu as la spiruline. Donc, vaut mieux la prendre en gélule parce qu'en poudre, c'est vraiment impinable. C'est dégueulasse. Ça, c'est pas bon. Voilà. Mais en gélule, vraiment, ça, c'est une protéine qui est complète pour le coup. C'est des Ok. algues, donc, enfin, tout le monde connaît, je pense. Quasiment tout le monde. Là, pour le coup, c'est une protéine végétale, mais qui est complète. Ok. On a une question de Loris. Là, je pense qu'on pourra y répondre chacun avec notre Mhm. on va dire, expertise. Euh,
comment faites-vous? Alors, quand tu fais une transformation physique, modification physique, il arrive des fois d'avoir un surplus de peau. Comment faites-vous pour qu'elle se retende au lieu qu'elle pendouille, si c'est possible, sachant que c'est élastique? Alors, moi, j'ai envie de te dire, en général, ce genre de cas arrive sur des transformations physiques extrêmes et rapides surtout. C'est-à-dire que tu as perdu énormément de poids. Alors peut-être on aurait peut-être dû aussi parler de ça en premier. Je pense, et je pense que tu seras d'accord aussi, Quentin, que toute perte de poids au-delà de 2 kg, 2 kg et demi, 3 kg par mois est trop rapide. Tout ce qu'on va vous vendre comme perdez 6, 7, 10 kilos en un mois, ça va être restrictif et ça va avoir toutes les conséquences dont on a déjà énuméré certaines, donc baisse du métabolisme, perte de masse musculaire, et tu vas pas laisser le temps en fait à ton corps de s'adapter. Si tu perds trop vite d'un coup, la peau ne va pas avoir le temps de s'adapter à son nouveau corps, donc elle va pendouiller et c'est vrai que ça risque d'être pas ultra esthétique. Alors qu'au final, si tu étais parti sur une transformation physique plus modérée, plus lente, même si tu as beaucoup de poids à perdre, c'est-à-dire c'est pas parce que tu as, admettons, je pars vraiment dans des grosses pertes de poids, tu as 50 kilos à perdre, tu peux pas te dire, ouais, c'est bon, j'ai beaucoup de kilos à perdre, je vais pouvoir me permettre d'en perdre 7, 8, 10 d'un coup. Ben non, parce qu'au final, voilà, ça va avoir ce genre d'effet ensuite. Du coup, concrètement, être patient en fait, c'est ça le truc. Être patient et limiter, je pense, à aller entre 2 et 3 kilos maximum sa perte de poids mensuellement pour éviter ce genre de désagrément. Vas-y, Quentin, à toi peut-être si tu as... Ouais. Alors moi je suis d'accord avec la perte de poids assez lente, tout simplement parce que comme on a dit tout à l'heure, perdre trop rapidement généralement c'est qu'on va perdre de la masse musculaire et c'est pas bon du tout. Par contre, après, la perte de poids, malheureusement, elle va se faire des fois indépendamment, si tu veux, du programme, ou même, indépendamment du programme, dans le sens où, déjà, par exemple, une personne qui va être en obésité sévère, voire morbide, d'accord, donc un IMC entre 35 et au-delà de 40, avec un programme, même avec une assiette bien chargée, parce qu'il va surtout pas falloir priver cette personne, parce que généralement, une personne qui a un très gros surpoids, c'est une personne qui a à un moment donné dans sa vie, a eu un problème avec la nourriture. Donc on peut pas la frustrer d'un coup, c'est vraiment de faire du n'importe quoi. Malheureusement, mais avec un bon rééquilibrage alimentaire, cette personne, étant donné qu'elle a énormément de poids à perdre, elle va perdre énormément de poids en très peu de temps. Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, une personne qui a passé d'un seau de petit-déj, allez, on prend pas le petit-déj, le midi, je mange un plat de pâtes énorme avec du râpé, je mange pas le soir, ou du coup, je grignote des bêtises devant la télé, et elle a fait ça pendant des années, des années, des années. Le simple fait de rééquilibrer son alimentation, la perte de poids, elle va être drastique. Au bout de 15 jours, tu vas perdre facile 5, 6, 7 kilos, tout simplement parce que ton corps va enfin avoir des fibres, va filtrer le sucre, enfin, va se passer tout un tas de trucs. Donc, quand tu es sur une très grosse perte de poids, malheureusement, très souvent, tu es obligé de passer par une abdominoplastie. D'accord. Okay. Après, quand tu es sur une perte de poids de l'ordre de 10-15 kilos, la peau, faut pas s'inquiéter, elle va se retendre toute seule. Surtout si on est jeune, je veux dire, en fait, c'est l'élasticité de la peau va aussi avec l'âge. C'est pour ça que les femmes, généralement, se mettent plein de collagène sur le visage. C'est tout simplement qu'en fait ton corps, si t'es jeune, va sécréter énormément encore de collagène, enfin du moins il va le fabriquer. Et tu peux même éventuellement, si tu veux, te substituer en collagène sous forme de complément alimentaire pour justement essayer de redonner encore plus d'élasticité à ta peau. Mais après, la perte de poids, c'est vrai que moins elle est rapide, mieux c'est. Après, j'ai envie de te dire, tu as des personnes qui vont être à physique identique, donc âge, taille, poids, tout pareil. Tu vas leur donner le même programme alimentaire. Il y en a une, en 15 jours, elle va perdre 4 kilos, et l'autre, elle va en mettre un mois pour en perdre 2, tu vois. Donc vraiment, ça dépend vraiment aussi du métabolisme de chacun et de la génétique. Ok. N'hésitez pas encore à poser des questions, on y répondra. Je vais revenir un petit peu sur l'aspect sportif maintenant pour donner un petit peu plus de précision, parce que tout à l'heure, j'ai dit que de mon propre avis, c'était quand même mieux de commencer par un programme orienté vers de la prise de muscle pour augmenter le métabolisme de base, mais j'ai pas vraiment expliqué ce que c'était un programme orienté vers la prise de muscle. Donc, quelques notions de base déjà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour
créer du muscle, il faut que vous soumettiez à vos muscles un certain stress mécanique pour qu'ils s'adaptent. Hein. Votre corps, c'est ça, c'est stress, adaptation, dans plein de domaines. Donc, c'est hyper important d'avoir la bonne intensité au niveau des muscles. Alors, comment je sais si je donne un stress mécanique suffisant pour créer du muscle? Je vais vous donner quelques petits trucs, on va dire, en vulgarisant un petit peu pour que ce soit facile d'accès et facile à mettre en place surtout. Je ne vais pas rentrer dans les trucs ultra précis. Dans la plupart des cas, ce que je vais vous dire, ça va marcher et ça sera suffisant. Donc, si on prend un mouvement, mais n'importe lequel, squat, une pompe, une traction à poids de corps ou avec charge, peu importe, si on prend un poids maximum que vous pouvez, le poids maximum que vous pouvez déplacer, donc soit votre poids de corps sur un mouvement sans charge additionnelle, soit une barre ou des haltères, peu importe, pour qu'il y ait une adaptation de votre muscle à cette contrainte, il faut que vous utilisiez une charge, quelle qu'elle soit, encore une fois, je répète, hein, soit additionnelle, soit de votre poids de corps, qui correspond à peu près à 70% de votre force maximale. Donc si sur un mouvement, vous êtes donc à 100%, vous allez avoir un anabolisme musculaire qui va pouvoir s'activer si vous avez une contrainte musculaire, une contrainte musculaire à peu près aux alentours de 70%. Évidemment, 70, 80, 85, 90, ça marche aussi. Donc, comment je sais que je suis à 70%? Alors, si vous n'avez pas de charge, et que c'est pas possible de le mesurer, hein. Sinon c'est facile de le mesurer. On vous met sous une barre à squat, un développé couché, etc. On voit la masse que vous êtes capable de pousser, et à partir de cette masse, vous poussez une fois, c'est votre 1 RM, c'est votre 100%. Eh ben, on fera des séries aux alentours de 70%. Bon. Grosso modo, si vous voulez être dans une bonne tranche d'intensité pour prendre du muscle, dites-vous qu'un mouvement que vous êtes capable de faire aux alentours entre 3 et 12 répétitions, et que la 12e répétition, c'est vraiment la dernière, vous êtes à peu près dans cette fourchette-là. Vous allez créer du muscle, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de programmes de renforcement musculaire, surtout pour les femmes. Et d'ailleurs, je ne comprends pas parce que vous allez voir pourquoi je dis ça. Comme si les femmes avaient des besoins différents en termes de muscles par rapport à un homme. Donc la réponse est non, évidemment. Pour augmenter le métabolisme d'une femme, il va falloir aussi qu'elle prenne du muscle. Beaucoup de programmes féminins préconisent de faire des séries de 20, 25, 30 répétitions à très faible intensité, et on voit des séances où vous devez faire 100, 150 squats sans charge additionnelle. Ça, clairement, c'est pas le plus efficace pour prendre du muscle. Hein. Il faut limiter le nombre de répétitions, hein, partir sur des répétitions plus courtes, mais augmenter la tension que vous allez donner à vos muscles. Et là, vous serez déjà dans quelque chose qui va vraiment déclencher de la prise de masse musculaire. Voilà, donc si vous faites un mouvement, vous êtes capable de le faire entre 3 et 12 fois sur une série, évidemment, sans pause, vous êtes dans la bonne tranche. À partir du moment où vous allez dépasser 12 et qu'au plus vous allez vous éloigner de 12, vous allez vous éloigner aussi de cet objectif. Et si je dis ça, c'est que voilà, oui, il y a beaucoup de programmes en ligne, beaucoup de vidéos sur YouTube où vous voyez faire des répétitions interminables, 20, 30, 40, et ça marche aussi pour les abdos d'ailleurs, hein, où on voit des séances d'abdos avec 100, 150, 200 crunch. Bon, c'est déjà pour le crunch, c'est de la merde de base pour le travail d'abdos, mais en faire une quantité aussi astronomique, ça n'a quasiment aucun effet musculairement. Au bout d'un moment, ça va brûler évidemment parce qu'ils vont être tellement épuisés que oui, ça va brûler. Et pour les squats, c'est pareil. Donc voilà, je dis pas pour se faire plaisir, on a envie de faire des squats, beaucoup de squats. Bon, allez, on peut faire une séance comme ça de temps en temps, en fin de séance, pour rajouter beaucoup de squats quand le muscle est déjà très fatigué, pour optimiser certains effets éventuellement, mais baser toute sa stratégie sur faire beaucoup de répétitions à très faible intensité musculaire et en plus avec du cardio par-dessus. Voilà, pour moi, c'est pas l'idéal. Donc si vous voulez travailler et prendre du muscle, il va falloir drastiquement réduire le nombre de répétitions par série et augmenter l'intensité. Et
Et voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. En sachant que tout ce que vous allez lire aussi pour muscler le muscle en longueur ou affiner le muscle, voilà, c'est du pipeau. Si vous prenez du muscle, eh ben, votre muscle va grossir. Je suis désolé, vous allez avoir des plus grosses cuisses, vous allez avoir des plus grosses fesses, musclées évidemment, hein, pas grasses. Mais c'est l'objectif, c'est ça l'objectif. Si vous, on va dire que l'argument de dire je veux pas prendre de muscles parce que je veux pas ressembler à un mec, bon déjà c'est souvent la pression, on va dire médiatique, les journaux pour bonnes femmes où il y a que des nanas qui sont comme ça mais sans masse musculaire évidemment, les actrices qu'on voit à la télé, etc. Et donc c'est cette espèce de pression, on va dire sociale, culturelle qui vous dit ressemblez à une femme, soyez juste mince. Alors, ni grosse, mais ni musclée surtout aussi. Hein. Donc, déjà, ça, c'est ridicule. Et puis surtout, de ne pas vouloir prendre de muscles, c'est vous mettre déjà de base dans la difficulté. Vous n'augmenterez pas votre métabolisme si vous ne prenez pas de muscles. Donc, pour rester mince, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez devoir réduire encore la taille de votre assiette, en fait. Il n'y aura plus que ce levier-là pour perdre du poids, pour rester mince. Vous allez vous priver, vous allez bouffer des petites assiettes, des petites proportions, des petites quantités de calories, hein, parce que vous n'aurez plus que ce choix-là, vu que votre métabolisme se rabat parce que vous êtes sans masse musculaire. Donc, arrêtez un petit peu avec je veux pas ressembler à un mec, je veux pas prendre du muscle. Bon, si vous voulez une transformation réussie, efficace, puissante et durable, vous n'avez pas le choix. Mettez-vous ça dans la tête, pas le choix. Ensuite, je voulais dire un autre truc aussi. Régis, juste je rebondis vite fait sur ton image de la femme. Faut savoir aussi que la femme, enfin malheureusement, enfin chez les hommes il y a l'andropause, mais c'est assez rare. Mais chez la femme, vous avez la ménopause. À savoir qu'à partir à peu près de 50 ans, la ménopause entraîne ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est-à-dire une perte de 20 à 30% de votre masse musculaire. Ce qui veut dire qu'après vous êtes beaucoup plus sujette, comme les dames un peu âgées, aux fractures, etc. Donc en fait, renforcer votre masse musculaire pendant qu'on est encore dans toute sa splendeur et dans toutes ses hormones, c'est pas une mauvaise chose. Parce que du coup, après, vous allez perdre énormément, malheureusement, avec la ménopause. Donc voilà, juste petit aparté. Et il faut et ce capital musculaire que vous allez vous créer pendant, on va dire, si je peux dire ça comme ça, votre jeunesse, même si c'est un peu large comme comme terme. Ce capital que vous allez vous créer avant ça, forcément, si vous perdez 30% mais que vous n'avez rien déjà, ben vous allez avoir encore moins. Mais si vous avez déjà et que vous allez perdre 30%, bon, je ne dis pas que c'est bien, mais on va dire que c'est un peu irrémédiable, malheureusement. Mais si vous perdez 30% de beaucoup, ou de plus, vous allez limiter un peu les dégâts. Voilà. Ouais, ça permet de maintenir un bon métabolisme aussi, puisque du coup, le métabolisme, il en prend un grand coup avec cette sarcopénie. Et c'est à peu près pareil d'ailleurs pour les gars, hein, parce que nous aussi, on perd alors peut-être moins vite et moins spectaculairement, mais si on n'entretient pas notre masse musculaire, dès 35 ans, on commence à perdre. Alors évidemment, au début, on ne le voit pas, mais si on fait rien, on commence à perdre très vite. Et c'est pour ça que toutes les stratégies que je vois et que j'ai vues, moi, en tant que coach, où des gens disent non, mais pas besoin de me renforcer, moi, prendre du muscle, machin et tout, je vais courir et je vais sécher. Ouais, ça marchait quand tu avais 20 ans peut-être parce que tu avais un métabolisme plus élevé, plus de masse musculaire. Donc forcément, dès que tu allais faire de la course à pied, tu allais mettre, on va dire, en action un métabolisme qui était déjà assez rapide parce que tu avais de la masse musculaire, tout ça. Donc ça marchait. Mais quand tu arrives à 40, 45 ans, tu as un métabolisme qui a diminué, tu vas faire que de la course pour perdre du gras, machin et tout. Et puis, au final, ça marchera beaucoup moins que quand tu avais 20 ans, forcément, parce que tu pars avec un métabolisme de base qui est plus lent. Donc, tu vas devoir manger encore moins, courir encore plus longtemps, encore plus souvent. Voilà, en sachant que la course à pied, c'est génial. Au niveau cardio-respiratoire, les adaptations que ça procure pour une santé de fer, c'est indispensable. Mais musculairement, c'est que dalle. Tu ne prends pas de muscle en faisant de la course à pied. Et si tu ne prends pas de muscle, tu as toujours un métabolisme ras et pâquerette. Et voilà. Et pour que ça marche sur le long terme, tu devras
courir de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, pour compenser un petit peu tout ça. Parce que forcément, ton corps, il s'adapte aussi. Je veux dire, au bout de 10 ans où tu es allé courir 1, 2, 3 fois dans la semaine, ta sortie de 1 heure, pour ton corps, c'est plus rien parce qu'il s'est adapté, il est plus efficace dans sa foulée, donc il consomme moins d'énergie. Donc, au final, là où, quand tu commençais au début de ta progression, je sais pas moi, tu brûlais 500 calories en 1 heure, je dis n'importe quoi, au bout de, si tu cours en plus tout le temps à la même vitesse, au bout de quelques mois, quelques années, ton heure à la même vitesse, au lieu d'en griller 500, t'en consommes plus que 350 peut-être. Et voilà, et sur le long terme, ça compte après. À savoir aussi, faut savoir aussi que par rapport aux muscles justement, et même à l'alimentation, il faut déjà garder l'objectif de base, de se dire que c'est une hygiène de vie. C'est pas déjà sur 3-4 mois, je me tue à la muscu, je mange super bien, je fais mon body summer et puis après je fais bordel. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que ça soit une hygiène de vie, c'est-à-dire que faut changer en gros vos habitudes. Concernant la masse musculaire, il faut savoir que le corps il est fait de 3 fibres musculaires, 2 qui sont faites pour l'endurance et une qui est faite pour la masse musculaire. La vitesse, l'explosivité, la La masse force. musculaire. Et en gros, le problème c'est que la fibre de la masse musculaire vieillit très très mal. C'est-à-dire qu'on perd très rapidement en force, très rapidement en puissance, très rapidement en volume, alors qu'en revanche, la fibre de l'endurance reste assez constante, on va dire, dans le temps. C'est pour ça que souvent, vous voyez des petits papis qui courent des marathons, tout ça, parce que c'est des mecs qui ont fait que ça toute leur vie du cavaler, et c'est une fibre qui vieillit très bien, donc elle reste. C'est des muscles sollicités pour l'endurance, qui ne sont pas forcément les mêmes fibres qui vont être sollicitées pour la prise de masse. Donc voilà, c'est une hygiène de vie, faut pas l'oublier. Sinon, après, tout vieillit et on se ratatine. Et je rebondis d'ailleurs sur ça au niveau de 2 choses. La première, c'est que votre corps aime la stabilité. Quand on parle d'hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, c'est pour la garder et c'est pas pour l'avoir 4 mois, faire bordel après, la refaire pendant 3 mois, puis refaire bordel après, parce que vous allez stresser votre corps. Un coup, c'est bon, tout est nickel, et puis 3 mois plus tard, boum, ça revient à n'importe quoi, fast food, machin et tout, puis tu dérègles tout comme ça, et à un moment donné, il n'accepte plus, et tu vas te dire, bon, l'année passée, j'ai réussi en 3 mois à me remettre d'aplomb pour l'été après un hiver où j'ai fait n'importe quoi, et puis au bout d'un moment, ça ne marchera plus en fait. Voilà. Et la deuxième chose, pour revenir sur les différents types de fibres, il faut savoir, bon, c'est tout à fait vrai, hein, les fibres, on va dire, de l'endurance et les fibres de la force, et de la vitesse, de la puissance, etc. Et ce qui est ce qui est notable aussi comme différence entre les deux, c'est que déjà, si vous travaillez en endurance, le stress que vous allez induire à vos muscles va favoriser les fibres de l'endurance et vous n'aurez quasiment aucun effet sur les autres fibres. Et pourtant, ce sont ces fibres-là, les autres fibres, qui vont permettre à votre muscle principalement d'être fort et d'être volumineux parce qu'elles sont plus grosses, parce qu'elles permettent de développer plus de force. Et malheureusement, via la course, on ne les sollicite quasiment pas, voire pas du tout. Contrairement au travail contre résistance, donc ce que je vous disais tout à l'heure, autour de 70%, etc., où là, c'est au plus tu vas augmenter l'intensité, au plus le nombre de fibres qui va entrer en jeu dans le mouvement va être important et tu vas travailler beaucoup plus de fibres différentes avec un travail contre résistance plutôt qu'avec un travail, on va dire, de durée, hein, comme de la course à pied. Et donc tu prendras évidemment beaucoup plus en muscle qu'avec de la course à pied puisque tu vas stimuler les plus grosses fibres grâce à la résistance que tu imposes. Voilà. Je fais une petite pause sur ce qu'on a à raconter, Quentin, parce qu'on a des questions. Bon, on en a 5 différentes. La première, Annie qui nous demande, alors on revient un petit peu en arrière du coup sur les ratios tout à l'heure pour l'assiette. On a déjà répondu à cette question, il me semble, c'est moi qui te l'avais posée. Je la repose quand même, comme ça on a la réponse. Les ratios donc des macronutriments restent les mêmes pour prendre du muscle et non du gras. Alors, non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Pour une prise de masse musculaire, les ratios seront pas du tout les mêmes. Donc tu vas optimiser un peu plus l'aspect peut-être protéinique. Ouais, tu vas stimuler, enfin, tu vas augmenter un petit peu l'apport protéique. En fait, si tu veux, selon l'ANSES,
une personne lambda qui veut ni prendre, ni maigrir, ni prendre de poids, doit consommer 1 gramme de protéines pures par jour, par kilo. Euh, Si tu veux, par exemple, chez la femme, pour une prise de masse musculaire, on va passer sur du 1,5. Chez l'homme, on va passer sur du 1,8. Mais là encore, comme je te dis, tout dépend du kilo de masse musculaire de la personne en question, quoi. D'accord. Mais oui, généralement, tu vas augmenter un peu. Tu vas augmenter aussi les glucides, hein, parce qu'il faut pas croire, les glucides, les bons glucides ne font pas forcément grossir et aident énormément dans l'activité physique. Donc, prendre des bons glucides, il faut augmenter aussi la ration. Parce que quand tu augmentes la ration de glucides, faut savoir que 1 gramme de glucides va faire rentrer 3 grammes d'eau dans ton muscle. Donc, plus tu hydrates ton muscle, plus tu vas être performant sur tes séances, puisque tu vas être déshydraté beaucoup moins vite. Ouais, parce que l'hydratation, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est un facteur clé aussi. Parce que 2% de perte hydrique sur un effort, c'est 20% de performance physique en moins. Et 4%, 40%, et ainsi de suite. C'est pour ça que l'hydratation sur une activité, c'est hyper, hyper important. Donc, plus tes muscles vont être hydratés, plus ta séance va être intense, et plus tu vas prendre aussi en masse musculaire, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a les glucides, les rebonds glucidiques, les protéines, les lipides, c'est hyper important aussi. Les bonnes graisses, je parle, donc tout ce qui est protéines végétales plutôt qu'animales, lipides, pardon, végétales. Euh, donc voilà. Il y a plein de choses, et non, les ratios seront pas les mêmes entre une prise de masse musculaire et une perte de poids. Ok. Question de Marine. Quentin, tu disais que les fruits pour une collation, c'était pas ouf, pardon, au niveau glycémique, mais du coup, quoi prendre? Je fais du sport quotidiennement et j'ai souvent la dalle. Ok. Le mieux, généralement, c'est un truc tout pourri, hein, mais tu prends une tranche de pain complet et une tranche de jambon, par exemple, tout simplement. Alors déjà, en termes de constitution, ça va te tenir beaucoup plus au corps qu'une pomme. C'est des glucides lents, hein, puisque c'est du complet, donc tu as les fibres, tu as un apport protéique, donc c'est acalorique. Donc en gros, tu vas pas faire monter ta glycémie, tu vas donner un peu des protéines à ton corps, un peu des glucides, donc c'est tout bénef. Ok. Alors, Sylvain qui me demande ce que je pense de la méthode Grease the Groove. Je pense. Alors, j'ai pas assez creusé le sujet pour te donner un avis définitif. Mais je pense. Alors, je vais peut-être dire ce que c'est. Alors, je la connais pas par cœur en plus. Je l'ai connue il y a peu de temps. En gros, ça serait une méthode qui est très efficace pendant le confinement parce qu'on a du temps. Tu me dis si je me trompe de méthode, Sylvain, mais il me semble que c'est ça. Où en gros, l'objectif serait de prendre un exercice sur lequel on veut progresser, de prendre une intensité un petit peu plus faible que ce qu'on est capable de faire. Donc, par exemple, si on est capable, je dis n'importe quoi, de faire 15 tractions d'un coup, on va se prendre que la moitié, tu vois, bon, je ne sais pas si j'ai un bon chiffre, mais on va dire 7. On va prendre 7. Et l'objectif, c'est de faire 7 tractions, une série, d'accord, et faire plusieurs fois dans la journée avec des intervalles de récupération qui vont de 15 à 45 minutes, voire plus, de refaire une série de 7, voilà, toutes les 45 minutes, toutes les heures, de manière voilà, à ce qu'il n'y ait pas de fatigue nerveuse ni métabolique qui viennent trop se présenter euh, voilà, pour progresser. Alors, euh, oui, oui, ça marche, c'est sûr. Si tu as un programme déjà et qu'en plus tu rajoutes ça, ben oui, ben c'est-à-dire que euh, ah, on a perdu Quentin. C'est bon, il est de Non, retour. non, c'est bon, je suis là. Ouais, c'est bon. C'est-à-dire que si tu suis un programme déjà et que tu rajoutes ça par-dessus, ben ça peut que. Merde, on a reperdu Quentin. Bon, je réponds à la question, de toute façon, c'est moi qui avais à y répondre. Il va se reconnecter. Oui, si tu fais, donc je vais essayer de finir mon truc. Si tu as un programme que tu suis déjà et que tu rajoutes ça par-dessus, ça peut, entre guillemets, que marcher parce que tu vas rajouter euh, de, de la charge sur un mouvement. Donc, tu vas progresser. Et puis, oui, ce qui est bien sur ce système-là, c'est vrai aussi, c'est que justement, là où dans une séance traditionnelle, tu vas peut-être faire 4, 5 séries de X répétitions. Donc, tu vas avoir une fatigue nerveuse qui va rentrer en jeu, tu vas avoir une fatigue métabolique qui va rentrer en jeu aussi, qui va faire que
d'une série à l'autre, tu vas perdre en efficacité. Le fait de garder des temps de pause aussi longs, tu vas un peu esquiver le problème. Donc, en théorie, j'ai envie de te dire, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Ensuite, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut réussir quand même à l'intégrer à un programme pour pas qu'il y ait d'interférence avec ce que tu fais déjà, pour pas non plus aller pour laisser quand même assez de pause à tes muscles. C'est-à-dire que si tu fais ça tous les jours pendant plusieurs mois, au bout d'un moment, tu risques peut-être d'arriver au bout. Et on le sait, la progression en sport, notamment en termes musculaires, c'est pas que l'entraînement, et c'est même surtout pas que l'entraînement, c'est la récupération qui va avec. Si tu laisses pas ton muscle souffler, il progressera pas parce qu'il sera jamais, il se régénérera jamais. Donc oui, mais pas le faire n'importe comment. Après, je suis honnête avec toi, je la connais depuis peu de temps. Je me suis renseigné il y a pas beaucoup de temps parce que je l'ai vu passer sur mon fil d'actualité. J'ai pas assez creusé le sujet pour donner une réponse ferme et définitive. On va dire que de prime abord, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voilà. Avec évidemment en faisant gaffe au point où je t'ai donné. Voilà. Donc l'intégrer de manière cohérente à ce que tu fais déjà et faire attention aux interférences, faire attention aussi à donner quand même suffisamment de repos à tes muscles. Mais oui, quand je l'ai vu un peu, je me suis dit, je vais le tenter. J'ai envie de le tenter. Puis je pense qu'en plus, à nos niveaux, à nous, et je m'inclus moi dedans, je ne suis pas un athlète de haut niveau, je pense que ça ne peut que marcher parce que, voilà, quelqu'un qui a déjà une très grosse charge d'entraînement de par son activité, si c'est un professionnel par exemple, quelqu'un qui a une très grosse charge d'entraînement déjà, l'intégrer en plus, je serais un petit peu plus dubitatif. Voilà. Mais pour nous, franchement, oui, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Voilà. Il y a alors Manu qui nous demande, pour la prise de muscle, j'ai compris, on diminue les répétitions mais on augmente la charge. Et dans le cas où on veut affiner au niveau sportif, on favorise la répétition ou la charge comme pour la prise de muscle. Je ne comprends pas bien ta question, Manu. Tu veux affiner quoi? Ton muscle? C'est ça? Alors, je vais partir du principe où c'est ça, parce que je ne suis pas sûr. Peut-être que je n'étais plus devant le live, parce que ça fait un petit moment que tu lui as posé la question. On ne peut pas affiner un muscle, à part si on en perd. Et comme je vous disais, alors on peut affiner un membre en perdant du gras. Hein. Je veux dire, si entre guillemets tu trouves tes cuisses trop grosses et tu veux les affiner, il faut perdre du gras et elles vont finir par s'affiner. Et si tu veux affiner tes muscles, il faut en perdre en fait. Et on l'a vu, c'est contre-productif. À ma connaissance, il n'y a pas de possibilité d'affiner un muscle sans en perdre. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Quentin. Pour moi, non. Moi, après, peut-être qu'elle voulait dire tonifier le muscle. Parce qu'après, non, affiner un muscle, je ne sais pas faire. Bon, moi non plus. À part en perdre, et donc ça sera plus petit, et donc ça sera plus faible. Ou alors, peut-être qu'elle voulait peut-être parler de tonicité, un muscle assez athlétique, on va dire. Ouais, moi j'ai lu affiner. Bon, je pense que c'est ça, et c'est un peu le drame, entre guillemets, de ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'on a des femmes qui veulent absolument être fines partout, et au final, elles en viennent à refuser de prendre du muscle à cause de ça. Voilà. Alors, si ce que tu parles, c'est affiner en perdant du gras, là, c'est différent. C'est pas les mêmes processus. Hein. La perte de gras, on voit souvent, j'ai souvent lu, le gras se transforme en muscle, ce genre de conneries. Non, c'est deux processus complètement distincts. Il y a même y a aucun lien dans les deux processus. On prend du muscle, on perd du gras de manière complètement distincte. Si tu veux affiner quelque chose, la seule solution, sans perdre du muscle évidemment, la seule solution, ça va être de perdre du gras. Et la perte de gras, là aussi je pense que tu pourras porter ton expertise là-dessus, Quentin, elle ne peut pas se faire de manière localisée. C'est-à-dire tu ne peux pas dire j'ai envie de perdre des cuisses, donc je vais me faire des séances de squat, de fente, tout ce qui va fracasser les cuisses et je vais perdre des cuisses. Donc, ce que tu vas faire, c'est prendre du muscle, ça oui. Et si en plus tu ne perds pas le gras par-dessus, je vais être encore plus grosse. Voilà. Non, ouais, on ne peut pas perdre du gras de façon localisée. La perte de poids se fait de façon homogène.
Exactement, voilà. Donc, et c'est génétique en plus. C'est-à-dire que comme toi, spécifiquement, tu as une façon qui t'est propre de stocker du gras à certains endroits en priorité. Donc, certains, c'est le ventre, certains, c'est les fesses, certains, c'est les hanches, certains, c'est les bras, certains, c'est les cuisses, voilà. Comme toi, tu as ta propre façon de stocker du gras, tu as aussi ta propre façon de l'éliminer. Et malheureusement, si tu veux perdre du gras à un endroit, il va falloir que tu rentres dans un processus de perte de gras généralisé et tu vas finir par perdre du gras. Et peut-être que la zone où tu veux perdre du gras, c'est la zone qui va être la plus dure pour toi, si ça se trouve. Parce que c'est la zone où ton corps va aller puiser en dernier. Et donc, tu vas être obligé d'en perdre d'abord partout ailleurs avant d'aller puiser là-dedans. Donc, ça peut être un peu frustrant, mais voilà, c'est pas possible. Ou on perd du gras partout, et tu finiras par en perdre là où tu veux. Mais faire des séances d'abdos à n'en plus finir pour perdre du gras à un endroit, ou des séances de squat à l'infini pour perdre des cuisses ou des fesses, malheureusement, ça ne marche pas. Donc voilà, ta stratégie de perte de gras doit être globale et donc inclure tout ce qu'on a vu depuis le début, rééquilibrage de l'assiette, travail musculaire pour élever le métabolisme, etc. etc. Voilà. Plus de questions pour l'instant. On a une précision de Kevin qui nous dit qu'en travaillant les fibres lentes, ça peut réduire le diamètre des fibres. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les marathoniens n'ont pas des cuisses d'haltérophiles et inversement, les haltérophiles n'ont pas de cuisses de marathoniens. Les fibres lentes sont de plus petit diamètre, donc au plus on va les stimuler, au plus on va se passer des fibres de gros diamètre et on ne les fera pas gonfler, entre guillemets, hein. On ne les fera pas hypertrophier. Et à l'inverse, un haltérophile ou un athlète de force, il va avoir des très très grosses cuisses ou des très très gros pecs ou peu importe, parce qu'il a stimulé des fibres de très gros diamètre qui ont cette propension à augmenter plus facilement leur proportion cette fois-ci et donc à faire des muscles plus gros. Voilà, plus de questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Je crois qu'on a fait pas mal de tours. Alors, je vais regarder le programme qu'on avait prévu pour voir si on a fait un petit peu tout ce qu'on devait faire. Tac. Donc, oui, alors pourquoi, oui, j'avais prévu de dire pourquoi l'industrie du fitness avait tendance un petit peu à vous ou à nous mentir. Alors, je disais ça parce qu'elle a tendance quand même à vendre. C'est normal parce que bon, faut que c'est du business, quoi. Elle a des choses à vendre, donc elle trouve le meilleur moyen possible d'y arriver. À vendre un petit peu chacune de ces nouvelles méthodes comme les méthodes ultimes, etc. Malheureusement, je vais faire un petit peu un état des lieux, voilà, des différentes méthodes qui existent. Je l'ai fait un petit peu au début. Je vais pas trop les nommer parce qu'en plus, il y a certains trucs que je connais pas très bien parce que moi, je suis pas issu à la base de ce milieu-là. Bon, je vais parler du 8 un petit peu et des. J'en ai reparlé un petit peu, j'en ai parlé au début, mais là, je vais en reparler un petit peu et je vais donner un petit peu les arguments qu'on entend souvent pour essayer un petit peu d'appâter le chaland pour qu'il vienne se transformer physiquement en consommant plein de calories en une séance très très courte. Bon, on nous dit, alors il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on nous vend ça, donc une énorme consommation de calories à un instant T et qui est courte. Donc ça, c'est vrai pour le coup. Bon, c'est pas un mensonge. C'est-à-dire qu'en 20 minutes d'un effort très intense, vous allez certainement consommer plus de calories ou au moins autant qu'un effort de très longue durée à faible intensité comme 1 heure de course à pied, par exemple. Donc c'est vrai que le rapport temps-efficacité sur l'impact sur la consommation de calories pendant la séance, on est quand même, un petit peu plus efficace sur ce ratio-là, temps-efficacité. Après, on nous dit par contre, après l'effort, vous allez consommer encore plein de calories. C'est le fameux afterburn effect. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. En gros, l'idée, c'est qu'au plus l'effort a été intense, même s'il a été court, au plus il a été intense, au plus le corps va continuer à consommer de calories pendant la récupération pour lui permettre de revenir à un état stable. C'est-à-dire que pendant que vous avez fait votre sport, il y a plein de réactions qui se sont passées pendant
pendant l'effort, vous allez consommer plein de calories, plein de glycogène, par exemple, donc plein de substrats énergétiques pour faire de l'énergie. La fréquence cardiaque est montée très très haut. Voilà. Votre corps va continuer après l'effort à consommer des calories pour faire revenir tous ces paramètres à leur état initial, ce qu'on appelle l'homéostasie. Hein. Et au plus l'effort a été élevé, a été intense, donc c'est plutôt ça le terme, a été intense, au plus votre corps va mettre du temps à revenir à son état de base et va consommer donc d'autant plus de calories pour faire revenir tous ces paramètres, on va dire, à l'état de base initial. Alors, il y a des études qui ont montré, qui ont calculé ça de manière, on va dire, efficace, et qui ont montré qu'en fait, entre deux types d'efforts, un effort lent et un effort intense, au final, si on fait la totalité, si on fait le décompte des calories qui ont été consommées pendant, après, etc., on voit qu'il n'y a pas non plus une énorme différence, en fait, parce que les gens qui ont fait du HIIT, ils ont fait des séances qui étaient tellement éreintantes qu'ils ont tendance à être beaucoup plus inactifs après la séance. Donc, au final, au moins on est actif, au moins on consomme de calories. Donc, voilà, c'est un effet délétère qui vient un petit peu compenser le bon côté de la chose. Et en plus, on a tendance à avoir un appétit plus important et à manger plus. Donc, pareil, pour une 50aine de calories de différence, en théorie, on se retrouve avec peut-être quelqu'un qui a fait du HIIT, mais qui a été plus inactif après la séance parce que c'était trop dur, trop intense, et en plus qui a mangé plus après sur ses repas suivants. Et au final, on voit que ça s'équilibre, voilà, et qu'il n'y a pas non plus une énorme différence entre les deux. Là où je dis qu'on vous ment, c'est parce que voilà, on vous fait passer ça comme les méthodes ultimes. On vous dit venez faire du HIIT, c'est trop bien, on peut aller consommer des calories. Et puis quand on voit le contenu des séances de HIIT en plus, on voit énormément de mouvements avec très très peu de contraintes musculaires. Comment on peut prendre du muscle en faisant des jumping jacks, en faisant des mountain climbers, en faisant même des burpees au final, parce qu'on est capable d'en faire beaucoup après avec juste un petit peu d'entraînement. Je sais pas, c'est juste pas possible. Donc vous allez vous partir là-dedans en pensant que c'est la méthode ultime et en étant en plus peut-être sédentaire à la base, vous allez vous retrouver à faire des mouvements avec plein de sauts, plein d'intensité partout. Vous risquez peut-être de vous faire mal parce que vous n'êtes pas encore équipé musculairement pour bien réagir à ce stress. Vous allez faire des séances qui n'ont quasiment aucun impact musculaire ou très très peu, donc vous n'allez pas faire du muscle derrière. Et à force, alors oui, au début, ça va marcher. C'est clair et net, vous ne faisiez rien avant. Je prends l'analogie du tube de dentifrice. Le tube de dentifrice plein, c'est comme quelqu'un qui part de zéro. Tu vas appuyer n'importe où sur le dentifrice, tu vas faire sortir du dentifrice. Tu prends quelqu'un qui n'a jamais rien fait, tu vas le mettre en activité, tu vas appuyer n'importe où pour lui mettre faire l'activité, tu vas sortir du progrès derrière. C'est obligé, il ne faisait rien avant. Donc, ça va marcher. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que le tube de dentifrice il va se vider, et au fur et à mesure que la personne va devenir, on va dire, de plus en plus experte, il va falloir appuyer de plus en plus précisément pour faire sortir du dentifrice, et il va falloir appuyer de plus en plus précisément pour faire sortir du progrès de cette personne. Et quelqu'un voilà, qui a fait beaucoup de hits et qui n'a fait que ça, dès le début, ça a dû marcher à un moment donné parce qu'elle ne faisait rien avant. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si elle n'a pas pris de muscle, si elle n'a pas stimulé son métabolisme, ça ne marchera presque plus ou de moins en moins, ou elle devra en faire encore plus. Donc voilà, c'est faire attention quand même à tout ce qu'on vous propose au niveau du fitness parce qu'il y a beaucoup de choses, voilà. Qui sont un petit peu, ouais, je vais pas dire attrape-pigeon, parce que non, c'est vrai, on va me dire non, mais oui, mais avec moi, ça a marché. Oui, sans doute, ça a marché avec toi parce que tu étais sédentaire avant et on t'a proposé des trucs où tu faisais rien avant. Et du coup, le simple fait de faire quelque chose, tu as eu des progrès, c'est évident. Mais sur le long terme, voilà, je suis plus réservé sur cet aspect-là. Donc attention. Voilà, je ne peux pas donner trop de noms parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais quand je vois des séances où voilà, il y a juste des jumping jacks, où on donne des coups de poing dans le vide, ça, en plus de si on met beaucoup d'intensité, on peut se flinguer les articulations, je pense. Voilà. Ouais, voilà.
pas faire du name dropping et dire la Zumba c'est pas bien, le MetaFit c'est pas bien, ou le truc c'est pas bien, voilà. Mais grosso modo, je pense qu'avec ce bagage-là d'informations, peut-être que vous allez apprendre à plus les reconnaître. Après, il reste un petit peu on va dire tout ce qui est cross-training, crossfit. Tu connais d'ailleurs peut-être encore mieux, toi, Quentin, parce que tu intervenais dans une box de crossfit. Je peux donner mon avis là-dessus, il vaut ce qu'il vaut. Déjà, je trouve que le contenu en crossfit est beaucoup plus propice à la progression musculaire, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de force contre résistance. C'est bien, mais il y a quand même un petit mais. On est quand même très axé sur quelque chose de métabolique et de cardio, et on sait que le mélange force, plus généralement travail musculaire et cardio, a tendance à créer des interférences, et on a du mal à avoir une... Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, hein, attention, je dis que c'est plus compliqué à cause de ces interférences, à créer du muscle dans un environnement où il y a en plus l'impact cardio par-dessus. Voilà. C'est pas l'idéal. Mais concrètement, je pense, hein, mon point de vue, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus efficace au niveau théorique que des séances vraiment 100% purement cardio avec quasiment zéro impact musculaire. Voilà. Tu as un avis peut-être là-dessus, toi, Quentin? Oui, non, bah après, c'est vrai que le CrossFit, euh, c'est une activité qui va forger le corps, on va dire, dans son aspect esthétique. On va perdre du gras parce que c'est quand même quelque chose de poussé au niveau cardio. En gros, c'est un effort qui est bref et intense, mais on va pas exactement faire, comme tu dis, de la masse musculaire à proprement parler. Vraiment, quand on regarde vraiment de la personne qui fait que du CrossFit, hein, vraiment la personne qui fait que du CrossFit, les physiques qui sont pas hyper développés, c'est un physique qui va être sec, qui va être dynamique, qui va être tonique, mais on n'est pas dans l'hypertrophie. Vraiment, enfin pour moi, le mieux, ça serait un combo vraiment de séances, par exemple, de CrossFit et purement haltéro. Voilà, à terme, je pense que votre objectif, parce que attention, quand je dis le HIIT ça marche pas, machin et tout, non, déjà j'ai pas dit ça. Hein, attention à ce que vous allez dire. J'ai pas dit ça. Je dis ça marche surtout au début en plus. C'est plus sur le long terme où j'ai plus de doutes, plus de réserves. Par contre, une fois que vous avez commencé à progresser en masse musculaire, que vous vous êtes renforcé, que donc vous êtes plus solide, que vous avez moins de chances de vous blesser, allez vers des activités qui consomment beaucoup de calories, comme le CrossFit, comme les cours de HIIT, etc. C'est une excellente idée parce que vous avez pris en masse musculaire, parce que vous avez créé du muscle, vous avez augmenté votre métabolisme au repos, mais vous l'avez augmenté aussi à l'effort. C'est-à-dire que si on vous duplique et on vous met d'un côté 10 kg de muscle en plus par rapport à l'autre, par rapport à l'autre, à votre autre duplicata, et qu'on vous fait faire un truc hyper intense, cardio, etc., eh ben, la version qui avait 10 kg en plus, elle a consommé beaucoup plus de calories que la version avec 10 kg en moins pour le même effort. D'accord? Donc forcément, c'est tout bénef en fait. Vous allez faire du muscle, vous allez consommer plus de calories au repos, et en plus à l'effort, les effets vont être maximisés à fond. D'accord? Donc une fois que vous êtes renforcé, une fois que vous avez pris du muscle et pour augmenter votre métabolisme, vous pouvez bien sûr aller vers ce type d'activité sans souci. C'est pour ça, ce que tu dis Quentin, moi je suis d'accord avec toi, c'est le combo des deux, un travail musculaire de prise de masse, d'augmentation du métabolisme de base, plus de l'intensité type CrossFit HIIT, c'est un super combo. Là où j'ai mis plus de réserve, c'est baser ces stratégies de transformation physique, notamment à long terme, que sur du HIIT ou que sur du CrossFit. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne marchera pas. Si, ça marchera au début, c'est évident. Mais vous risquez de stagner à un moment donné. Mais je pense que le combo HIIT, cardio, CrossFit, en plus, en supplément, pas en supplément, en complément, c'est-à-dire qui ne remplace pas, hein, donc en complément en plus de votre travail musculaire, c'est top. C'est top. Ouais, moi je suis d'accord. Alors, on a de nouveau, alors là, quelques petites questions, on en a deux. Alexandra qui nous demande ce que tu penses du jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, c'est bien et c'est pas bien à la fois. C'est un truc assez complexe à faire.
en gros, vraiment, tout dépend de l'objectif de la personne. Voilà. C'est pas une mauvaise chose, le jeûne. Il faut qu'il soit bien fait. Par contre, il faut qu'il soit bien rompu. Hein. On casse pas un jeûne avec n'importe quoi. Mais c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose de jeûner. Le jeûne intermittent, c'est pas une mauvaise chose. Mais après, selon l'objectif qu'on a, ça va être contradictoire avec l'objectif qu'on va avoir. Ça dépend. Si elle veut juste faire ça pour son hygiène de vie et elle a pas d'objectif purement sportif, purement physique, ça n'a aucun problème. Par contre, si après elle a des objectifs de, je sais pas, prise de masse ou quoi que ce soit, ça peut venir un petit peu biaiser le résultat. Mais Ok. c'est une bonne chose. On a Loris qui nous demande, je pense que cela peut intéresser certaines personnes en donnant votre retour concernant les entraînements faits à jeun, bons ou pas, dangereux ou pas, suite à la production de déchets par le corps. Moi, mon avis sur le sport à jeun, c'est que c'est pas l'idéal, je pense. Voilà. On n'a pas forcément d'études qui ont montré qu'on perdait plus de gras parce qu'on faisait du sport à jeun. J'ai pas un avis, je vais être honnête avec toi, j'ai pas un avis ultra tranché ni de grosse expertise dessus. J'ai un avis qui me laisse penser que c'est pas un outil déterminant. Voilà. Et que c'est pas forcément valable d'aller chercher un Ouais, outil. c'est pas. Moi non plus, je fais pas d'avis tranché à proprement parler là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que partir faire du sport avec un muscle qui est entre guillemets à jeun, qui est pas hydraté parce que on s'est réveillé il y a pas longtemps, etc. On va pas dire que tu sois au maximum de tes performances physiques. C'est ça. En soi, si tu fais un effort plutôt tranquille, comme du vélo, tu vois, pas de la course, parce que la course, c'est quand même un sport où tu as quand même un certain choc au niveau du mouvement, mais un sport souple comme le vélo ou de la natation, mais de la natation lente, de la brasse, pas du crawl, pas un truc intense, faire à jeun, je pense pas que ça soit trop problématique. Euh, Par contre, Après, est-ce après, que si c'est tu pars sur un efficace? effort un peu costaud, ça peut vite tourner dans l'hypo, donc ça dépend de l'effort. Hmm. Voilà. Ok. Ça dépend. Après, niveau objectif, perso, je suis pas convaincu que tu perdes plus de points en faisant quelque chose à l'heure. Moi Je non suis même plus. sûr que non. Moi non plus. Alors, Alexandra qui précise sa pensée par rapport au jeûne intermittent, qui nous dit, moi, c'est plus sur l'idée de jeûner entre 12 heures et 16 heures, sans l'idée de faire du sport à jeun en tête, même si courir à jeun est souvent exposé aussi par les runners comme bénéfique. Mais plus dans le sens de mettre son système digestif au repos un temps plus ou moins long pour la perte de poids. Alors, jeûne intermittent pour la perte de poids, franchement, vaut mieux parfois juste essayer un rééquilibrage tout bête. Ça dépend le nombre de poids, enfin de kilos que tu peux perdre, etc. Mais des fois, un simple rééquilibrage de base, ça suffirait. Ensuite, oui, c'est bien de mettre un peu le système digestif au repos, etc. Ouais. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que le jeûne intermittent, tu vas pas le tenir toute ta vie, quoi. Okay. Donc, des fois, il vaut mieux repartir sur un rééquilibrage alimentaire qui va te faire perdre du poids peut-être un peu moins rapidement, mais que tu vas pouvoir tenir sur du long terme. Parce que le problème du jeûne intermittent, c'est que je pense que tu ne dois pas faire ça toute ta life, quoi. Ok. Voilà. Par contre, pour régénérer les cellules, voir tout ce qui est antioxydants, etc., enfin, franchement, c'est pas mal. Ça a de bonnes vertus. Ok. On a une autre question de Déborah, à laquelle on pourra répondre, je pense, tous les deux. Personnellement, souvent après une séance de sport intense, je n'ai pas faim ou je mange très peu. À quoi cela est dû? Alors, moi, je pense que c'est dû au système nerveux qui a deux branches distinctes. Pour faire simple, le système nerveux parasympathique, donc on appelle vagal aussi, et le système nerveux sympathique, orthosympathique. Les deux sont opposés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être directement responsable de tout ce qui est diminution de la fréquence cardiaque, qui va être responsable des processus de digestion, etc. Et l'autre qui va être, grosso modo, le système nerveux, le versant du système nerveux qui va te mettre en activité. C'est ou l'un ou l'autre qui va dominer.
Quand tu as fait une séance intense, ben, c'est le système nerveux qui t'a préparé à l'effort qui va dominer. Là, il t'a augmenté ta fréquence cardiaque, il t'a augmenté l'acuité visuelle, il a préparé ton corps à l'effort. Et l'autre, à côté, ne peut pas subsister. Il ne peut pas y avoir deux, on va dire, sollicitations équivalentes des deux. Et donc, du coup, celui qui a un rapport plus avec la faim, la digestion, le repos, etc., il est un peu mis en stand-by. Et du coup, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans par rapport à la faim, qui fait que vu que ce système nerveux-là, il est un petit peu mis de côté pendant un effort, ben, peut-être que voilà, t'as pas cette sensation de faim qui te vient, et du coup, ben, tu as un appétit un petit peu plus modéré. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Quentin? Est-ce que tu vois un lien avec ça, toi aussi, ou pas? Oui, il y a un gros lien avec le système nerveux. Et ça vient aussi du fait que tout simplement, pendant un effort physique, tout ton système digestif est mis au repos, enfin au repos, je m'entends entre guillemets, dans le sens où il va être beaucoup moins irrigué au niveau sanguin. Tout simplement parce que le sang qui habituellement irrigue tes intestins, ton estomac, etc., va être monopolisé par tes muscles pour apporter oxygène et nutriments. Donc de ce fait-là, entre guillemets, tout ton système digestif est mis en épargne. Donc il y a moins de messages nerveux qui transitent, si tu veux, entre tout ce qui est estomac, cerveau, etc. Donc en gros, ouais, c'est tout à fait normal. Et généralement, ça le fait surtout sur des efforts très intenses. Par contre, si tu vas faire sur du sport d'endurance, tu verras qu'à un moment donné, ça va te déclencher de la faim, tout simplement, parce que sur l'endurance, ton corps prend un rythme, et au niveau sanguin, après, tu vas voir que ton corps, ben, il va te réclamer tout seul ce dont tu as besoin. Il va t'orienter vraiment, tu vas avoir des passages où tu vas avoir envie de saler, parce que ton corps va te demander des protéines, tu vas avoir envie de sucrer parce que ton corps va te demander du sucre. Mais ça le fait surtout sur des marathons ou des trails, etc., où le corps va vraiment avoir un peu de temps, entre guillemets, de pouvoir faire de la néoglucogénèse pendant l'effort. Mais sur les efforts intenses, c'est vrai que tout ça s'est mis de côté pour vraiment apporter un maximum d'oxygène aux muscles, donc ça coupe un peu la faim, quoi. Exactement. Et c'est aussi en partie à cause de ça qu'on peut avoir des problèmes gastriques pendant un effort intense, hein, parce que surtout si tu fais, c'est pour ça qu'on vous dit, et ça c'est vrai pour le coup, hein, on a souvent entendu quand on était jeune, nos profs de sport, ou c'est pas une idée reçue hein, de faire du sport pendant la digestion, c'est prendre le risque d'avoir une digestion vraiment problématique, puisque on va stimuler le versant du système nerveux opposé à celui de la digestion. On va limiter l'apport sanguin dans la zone voilà, qui est responsable de la digestion pour l'envoyer vers les muscles. Et bah, forcément, quand c'est moins irrigué, bah, ça marche moins bien. Hein. Et puis, voilà, problème digestif. Il faut savoir que c'est une grosse perte de performance aussi de faire du sport avec l'estomac plein. Du coup, parce que forcément, le sang qui va aller s'occuper de tout ce qui est digestion, brassage alimentaire, etc., ne sera pas disponible pour aller oxygéner les muscles. Donc forcément, une grosse perte de performance. Moi, j'ai une question, tiens, pour toi. Ouais. Il me semble que ça peut être intéressant aussi. J'ai deux questions même. Tout à l'heure, tu disais, oui, on peut aller grosso modo, on prend une fourchette assez large, en tant un sédentaire et un athlète de force, par exemple, on peut aller entre 1 et 2 kilos de protéines par kilo de poids de corps. Ouais. Est-ce que se baser sur la masse musculaire, c'est-à-dire par kilo de masse musculaire, est-ce que tu trouves que ça serait plus précis? Ouais, pour moi, ça serait plus logique. Ouais. Plus logique, ok. Ouais. Donc, faire une petite séance d'analyse corporelle, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ouais. Parce que tu prends un mec qui est costaud, je parle physiquement, qui est musclé, qui fait 100 kilos, et tu prends un obèse de 100 kilos, tu peux pas dire que ces deux personnes ont besoin du même apport protéique. C'est vrai. Donc voilà, c'est un petit point intéressant de savoir, de faire une petite analyse de votre composition corporelle. Alors c'est pas facile à faire. Hein, il faut soit aller vers un professionnel de santé qui dispose de matériel de précision, parce qu'on va dire que tout ce qui est impédance mètre grand public, c'est pas forcément très efficace, très précis. Soit pince à pied cutané, mais voilà, c'est un peu. À l'occasion, si tu fais un entraînement ou quoi, que si tu veux que je descende, tu sais, de regrouper un peu du monde, on pourrait le faire. Non, ouais, carrément. Là,
pour les gens qui nous suivent et qui sont sportifs parmi nous, on pourra faire un truc comme ça, ou même faire un truc un peu plus, on va dire, important, en termes avec voilà, j'appelle ça une formation, un séminaire, ou peu importe, tu vois, quand les beaux jours reviendront et qu'on aura le droit de sortir, faire un truc un petit peu en plein air, autour de la nutrition, voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur ce sujet. Donc voilà, ouais, essayer de faire... moi, je pourrais orienter, quand on aura le droit de sortir, vers une professionnelle à l'hôpital. Alors, normalement, ça sera toujours d'actualité après, hein. Ça l'était avant, donc a priori, pas de raison que ça ait changé, je verrai avec elle, mais orienter les gens vers une professionnelle de la diététique aussi, qui travaille à l'hôpital Saint-Joseph et qui a une très très bonne machine, très performante pour ça. Donc voilà, ça peut être intéressant de connaître votre composition corporelle pour orienter vos apports en macronutriments. Voilà. Et j'avais une deuxième question, et à force de tchatcher, je l'ai oublié. Oui, j'ai vu aussi, donc on a défini pour l'instant 2 métabolismes différents, donc le métabolisme de l'effort et le métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est le repos, la consommation de calories du corps. Le métabolisme à l'effort, c'est le surplus de calories consommées par le corps pendant l'effort par rapport au métabolisme de base. Et il y a un troisième qu'on peut définir aussi, peut-être le métabolisme postprandial, donc le métabolisme qui est lié à la digestion en elle-même. Et j'ai vu que le macronutriment qui augmentait le plus, on va dire ça comme ça, qui demandait le plus d'efforts en termes d'énergie au système digestif pour le digérer, c'était les protéines aussi, par rapport aux glucides et aux lipides. Est-ce que... Non, il me semble pas. Si tu veux, tu as une hiérarchie, entre guillemets, dans ton estomac de la digestion. D'accord. Sachant que les lipides, généralement, sont digérés en dernier, tout simplement. C'est comme tu vois, quand tu mets des lipides dans l'eau, c'est pas miscible, ça se mélange pas. Donc, généralement, les lipides, c'est ce qu'il y a de plus long à digérer. D'accord. C'est ce qu'il y a de plus long. Alors, quand tu digères, tu vas faire augmenter un peu ta thermogénèse, puisque la digestion va créer de la chaleur. Mais c'est pas assez intense, si tu veux, pour augmenter énormément le métabolisme. D'accord, c'est très léger là. On peut pas... c'est léger, vraiment c'est léger. C'est pour ça que généralement tu t'assoupis, tu te sens un peu fatigué, ou du moins tu as un petit coup de barre après avoir mangé, tout simplement parce que ton métabolisme il commence un petit peu à ralentir, parce que tout simplement tu vas aller diriger plus de sang vers ta digestion. Donc oui, ça va créer une petite source supplémentaire de chaleur, mais de là à augmenter le métabolisme, non, c'est pas assez intense. Puisque de toute façon, en plus, vu qu'on est en général, justement, on y revient sur le système nerveux parasympathique, c'est lui qui va prendre le dessus lors de la digestion. Donc lui, il est responsable voilà, de tout ce qui est récupération, etc. C'est lui qui va vous donner un petit peu, enfin, pas que, mais aussi lui qui va vous donner un petit peu cette sensation de coup de barre, de fatigue après un repas. Forcément, on est un peu moins actif, on a moins envie de bouger. Donc ouais, le métabolisme pendant la digestion, on ne peut pas forcément l'optimiser soit en bougeant plus, parce que c'est pas le bon moment, ni forcément en maximisant, par exemple, la prise de protéines, parce que ça consommerait plus. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà, je sais pas, je pense qu'on a fait le tour, hein. On est à 1h40. On a abordé pas mal de sujets. Si vous avez d'autres questions, profitez-en, hein, parce que là, je pense qu'on va clore, hein, en faisant un petit, peut-être un petit récapitulatif rapide. Donc, s'il n'y a plus de questions, si on voulait récapituler un petit peu, on dira que pour une transformation réussie, transformation physique réussie, la priorité numéro 1, augmenter le métabolisme de base en prenant du muscle. Grâce à ça, donc vous allez prendre du muscle déjà, et puis vous allez vous renforcer votre corps de manière générale, vos articulations, vos tendons, votre constitution osseuse, etc. etc. Donc priorité numéro 1. Une fois que votre métabolisme de repos s'est élevé, vous avez remis un petit coup parce que depuis X années, vous étiez assis régulièrement. Et que voilà, que vous vous sentez déjà un petit peu plus solide, etc.
Vous pouvez commencer des activités un petit peu plus intenses pour augmenter votre métabolisme à l'effort. Et donc là, c'est vrai que le HIIT intense, le CrossFit, c'est quand même plutôt intéressant comme outil complémentaire en plus. Au niveau diététique, faites attention à la composition de vos assiettes, limitez les apports en sucre raffiné, donc préférez les glucides complexes. Et surtout, regardez à l'esprit que c'est une nouvelle hygiène de vie, pas sur un temps court. Exactement, donc limitez les amplitudes de changements que vous pouvez apporter à votre hygiène de vie et à votre corps, parce que ça, il ne va pas apprécier, hein, concrètement, on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, maximisez quand même, n'oubliez pas l'apport protéique, qui est important pour la construction musculaire. D'accord, donc on a vu, comme on voyait tout à l'heure, hein, on fait une petite composition corporelle et on calcule entre 1 et 2 grammes. Du coup, tu conseillerais 1 à 2 grammes par kilo de masse musculaire. 2 grammes, tu commences déjà à être assez haut. Donc, je dirais plutôt pour une femme, vu que la masse musculaire est moins importante, plutôt du 1,3, 1,4 et chez l'homme, 1,8. D'accord. En se basant aussi sur la masse musculaire, tu préconiserais ce genre d'apport? Oui. Ok. Voilà, donc l'apport protéique important. Et puis surtout, j'ai oublié un truc, de la fréquence. Ça, j'ai oublié de vous le dire. C'est hyper important. Pour stimuler des adaptations, il faut absolument que vous ayez une fréquence où vous proposez du stress à votre corps qui soit récurrente. Ce n'est pas possible, mais vraiment, mettez-vous dans la tête de vous transformer ou même d'avoir des progrès qui soient, même si ce n'est pas des progrès de ouf, parce que je comprends bien, il y en a qui veulent peut-être pas se transformer, qui s'en foutent de se transformer, qui veulent juste un petit peu se tonifier, s'affiner, etc. Même ça, sur le long terme, vous allez avoir du mal à l'obtenir en vous entraînant que 1 ou 2 fois dans la semaine. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Au plus vous allez avoir l'objectif d'une transformation importante, au plus il va falloir se mettre un coup de pied au cul, quoi. Il va falloir s'entraîner. C'est obligatoire. Moi, ce que je préconise je parle vraiment sur la masse musculaire, hein, parce que vous avez bien compris que c'était un petit peu notre cheval de bataille. Il faut au moins, par groupe musculaire, on va dire, il faut environ, sur le long terme, 1,5 à 2 sollicitations par semaine sur le même groupe musculaire. Voilà, pour avoir des vrais bons résultats durables, puissants. Moins que ça, moins de 1 par semaine en moyenne, vous allez, sur le long terme, encore une fois, oui, au début, en partant de zéro, vous allez avoir des résultats, c'est évident. Hein. Et sur le long terme, c'est illusoire d'attendre quelque chose d'exceptionnel avec cette fréquence-là d'entraînement, hein, concrètement. Et même 1 fois par semaine, ça risque, par groupe musculaire, j'entends, hein, ça risque d'être un peu léger aussi sur le long terme. Moi, je préconiserais des séances plus courtes, par exemple. Au lieu de faire une grosse séance 1 fois dans la semaine sur un groupe musculaire qui dure 2 heures, je préconiserais plus de faire 2 séances d'1 heure dans la semaine, par exemple. Donc voilà, il faut vraiment être constant, régulier. Il n'y a que ça qui va payer sur le long terme. Et quand je dis régulier, ça peut pas être 1 fois dans la semaine sur un groupe musculaire, j'entends. Hein. Donc si vous faites du sport que 1 ou 2 fois dans la semaine, voilà. Après, j'entends aussi que vous avez des contraintes de temps. Et donc là, il faut optimiser sa programmation. Il faut trouver des moyens de travailler plus de choses en une séance, par exemple. Parce que je peux comprendre que ce soit contraignant de faire une séance, un groupe musculaire. Et donc, du coup, si on divise en 3 ou 4 groupes différents, pour travailler 2 fois chaque groupe, ça devient un petit peu un casse-tête. Mais on peut recouper, on peut travailler en full body, par exemple. Faire des séances où on travaille tout le corps. Faire des séances où on travaille que la moitié, par exemple une séance haut, une séance bas. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. On ne va peut-être pas l'aborder là maintenant parce que ça risque de prendre encore plus de temps. Mais vous n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter pour nous demander un petit peu plus de précision là-dessus. Mais voilà, la clé va être sur ça, sur la régularité et sur la récurrence de vos séances
tout au long du temps. Voilà. On a une petite question encore supplémentaire. Est-ce que quelqu'un de très musclé augmente le métabolisme de base et donc y a-t-il un lien avec le sentiment de besoin de plus d'apport? Bah, c'est évident. Oui. Bah, quelqu'un qui est plus musclé a un métabolisme de base plus haut, donc il va avoir besoin de plus manger pour subvenir à ses besoins énergétiques. Donc oui. Je pense que tu es d'accord avec ça, Quentin. Allô? Là, c'est bon, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu as entendu ma question? Tout à fait d'accord avec toi, ouais. Ok. Voilà. Eh ben, écoutez, il nous reste à vous dire quoi? Ben, à vous dire que on est présent nous, pendant le confinement pour vous proposer nos services donc de coach et de diététicien. Si vous voulez donc des consultations, je dis pas de bêtises, tu me corriges, Quentin, si si t'as pas le temps, hein, par exemple. Mais je pense que Quentin sera disponible pour vous prendre en visio pour des consultations diététiques adaptées, avec création de programmes sur mesure, etc. Donc, il y a quelques adhérents de notre club qui sont déjà allés et qui ont eu de très bons résultats. Hein. Donc, voilà, n'hésitez pas. Moi, de mon côté, je me suis aussi adapté un petit peu à la contrainte du confinement. Je vous propose aussi des séances de sport en visio. Donc, je ne cache pas que j'étais un peu sceptique sur ça, mais finalement, je me suis lancé et les quelques séances, maintenant, j'ai fait peut-être 10 ou 15 depuis le début, depuis une quinzaine de jours, que j'ai faites, c'est plutôt un outil qui est tout à fait utilisable pour le coach et pour vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. En sachant que voilà, c'est des tarifs, les miens en tout cas, même ceux de Quentin, je pense que voilà, avec le confinement et puis le fait que vous veniez peut-être du club Optimal Form, vous allez pouvoir avoir des tarifs qui sont tout à fait acceptables. Hein. Donc voilà, on ne veut pas vous saigner pendant cette période qui est difficile pour tout le monde. Voilà, donc vous n'hésitez pas. J'ai un service de vidéo à la demande aussi. Vous pouvez avoir donc, des séances qui sont déjà préenregistrées et pareil, qui sont vraiment pas chères. Hein, pour vous dire, c'est 2,50 € la séance pour vraiment, voilà, histoire d'eux, quoi. Mais ça reste, voilà, du qualitatif et vous aurez pas de chance, oui. Vous aurez moins la chance de tomber sur une séance pourrie que vous pouvez trouver sur YouTube en suivant la chaîne d'entraînement de Thibaut Inchep, par exemple. Voilà. On va pas faire de name dropping, mais voilà. Donc, n'hésitez pas si vous voulez de notre expertise pendant le confinement, c'est possible et sans vous céder, promis. Donc, vous pouvez, Quentin, tu as peut-être un site internet, une page Facebook? Ouais, j'ai une page Facebook et un site internet. Voilà. Tu veux peut-être donner l'adresse pour que les gens les aillent dessus, voir un petit peu? Je me rappelle plus. Non, je crois que c'est ma page Facebook, il me semble, c'est Quentin Pes Diète, tout simplement. Ok, alors. Je verrai si je peux pas la partager dans le groupe ou si quelqu'un veut aller jeter un coup d'œil. Tu peux la mettre en commentaire de la vidéo. Hein. Tu mets en lien, en commentaire du live, tu mets en lien ta page et ton site internet. Voilà. Moi, me concernant, là, j'ai lancé un site internet qui s'appelle homefitandstrong.com et vous avez tous les services dessus, donc les vidéos à la demande et les coachings individuels visio. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, voilà, je pense que nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Il y avait une question tout à l'heure qui est passée qui nous demandait si le live allait être mis en replay. Il va être mis sur la page internet, la page Facebook. Donc oui, il sera accessible à vie. Hein. Je peux même la mettre sur la chaîne YouTube, je pense. Donc il n'y a pas de souci, vous pourrez écouter tout ça en faisant du sport, de la cuisine, du ménage, peu importe. Vous avez le temps, hein, vous pouvez, voilà. Bonne soirée à tout le monde et bon appétit. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, le site internet, poser des questions. Voilà. On sera là pour y répondre. Ciao, ciao. Allez, ciao.